9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1910, à Londres, paraît un ouvrage, le récit de la visite pour le moins fantastique, effectuée à Trianon 9 ans plus tôt, donc en 1901, par deux demoiselles, tout à fait convenables. L'ouvrage s'intitule « An Adventure », et cette aventure présente les récits croisés de l'expérience que Miss Moberly et Miss Jordan, deux sages enseignantes anglaises, affirment avoir vécu le samedi 10 août 1901 donc. Alors, d'emblée, il faut dire que les deux visiteuses, après une journée de promenade, par temps chaud, c'est vrai, et très orageux, ces deux visiteuses auraient, dans les jardins de Trianon, entrevu des décors, croisé des personnages qui, en réalité, avaient disparu depuis au moins 120 ans. Je résume un peu cette histoire. Quelques jours après une visite à Versailles, Miss Moberly et Miss Jordan, qui sont de retour à Paris, elles sont dans l'appartement qu'elles louent au boulevard Saint-Germain, elles évoquent leur promenade à Trianon. Et elles tombent d'accord sur une espèce d'impression de malaise qu'elles ont conservée de cette visite. Alors, elles décident chacune de son côté de noter en détail les souvenirs de cet étrange après-midi, et puis elles échangent leurs notes. Or, il se trouve que les souvenirs concordent, en tout cas pour l'essentiel. En substance, disons qu'elles ont marché un long moment dans les années du petit Trianon, qu'elles se sentaient presque perdues quand elles ont aperçu deux hommes qui portaient de longs manteaux et des tricornes. Comme ils tenaient des bêches, elles se sont dit que c'était des jardiniers, qu'ils étaient vêtus peut-être dans le cadre d'une fête, parce qu'on est à la belle époque et que aux alentours du domaine de Trianon se tiennent à l'époque de nombreuses fêtes. Pourquoi pas ? Ces messieurs, en tout cas, leur ont indiqué le chemin à suivre et arrivent un petit peu plus loin, aux abords d'une fabrique de jardin. La plus jeune des deux, Miss Jordan, a donc Jourdain, si vous voulez, en français. Elle a cru voir une femme et une petite fille de 12 ou 13 ans dans des robes tout à fait démodées. Les deux Anglaises ont fini par déboucher sur un pavillon chinois, que d'abord elles ont pris pour le temple de l'amour dont on parlait dans leur guide. Et puis un homme de haute taille est arrivé avec des cheveux bouclés, un grand chapeau, il portait une cape. Il leur a parlé dans un jargon qu'elles avaient du mal à comprendre, et pourtant elles étaient parfaitement francophones, et il leur a fait comprendre qu'elles devaient rattraper un chemin sur la droite, et à ce moment-là elles sont passées par la pelouse à l'arrière du petit Trianon, et la plus âgée des deux, Miss Moberly, a aperçu une femme qui était occupée à dessiner, avec un fichu vert, un chapeau blanc, etc. Elles ont été assez émoustillées par cette aventure, les deux Anglaises, et elles n'ont pas tardé à se convaincre que la vérité, c'est qu'elle n'avait pas seulement fait un petit voyage dans l'espace de Trianon cet après-midi-là, mais bel et bien un voyage dans le temps. Qu'elles s'étaient retrouvées dans les débuts de la Révolution française, que peut-être elles avaient croisé le fantôme de Marie-Antoinette en personne. Elles ont essayé de chercher des documents. Elles ont mené des recherches dans différents lieux, dans des archives, des bibliothèques, et finalement, avec pas mal de maladresse, je dois dire, elles en ont conclu qu'elles avaient effectivement fait ce voyage dans le temps. Mais à l'époque, elles n'ont pas été tout à fait capables d'interpréter l'expérience qu'elles avaient vécue. Ce qui est assez étonnant, c'est que bien des années plus tard, un certain nombre de spécialistes du domaine de Versailles et qui connaissaient par cœur les plans de Richard Micke pour le domaine de Marie-Antoinette ont retrouvé dans le témoignage de ces deux Anglaises de 1910 la trace de pavillons, d'allées, de décors, de costumes aussi, qui avaient littéralement disparu depuis plus d'un siècle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, cette entrée en matière un peu fantastique ne doit pas nous faire perdre de vue la vérité d'un lieu où je ne puis que vous conseiller d'aller vous promener si vous n'en êtes pas déjà familier. Vous savez qu'avant ce domaine inouï conçu par Richard Micke pour Marie-Antoinette, avec son belvédère et ses grottes, son hameau, son temple de l'amour, il y a eu le petit Trianon qu'aimait tant Madame du Barry, les pavillons subtils, plus tôt encore Madame de Pompadour avait fait bâtir dans les jardins botaniques de Louis XV. Et puis surtout, il y a eu encore avant tout cela le grandiose Trianon de marbre.
Et ce Trianon de marbre, il ne faisait lui-même que prendre la place d'un décor pour conte de fées et qu'on appelle le Trianon de porcelaine. Et voilà comment, utilisant la machine à remonter le temps, une machine plus facile que celle de Miss Moberly et Miss Jordan, puisque moi il me suffit de raconter les choses, nous retrouvons au milieu du règne de Louis XIV, même dans la première partie de ce règne. On est dans les années 1670, 1671. Vous voyez ce chantier fourmillant d'ouvriers sous la conduite officielle de Louis le Vau. Je dis officiel parce qu'en vérité, c'est François d'Orbay, qui est son parent proche et qui a été son principal collaborateur. C'est lui qui, sur des plans probablement conçus par le Vau, va bâtir une série de 5 pavillons avec des façades entièrement recouvertes de faïence. Non pas de porcelaine, on l'appelait le Trianon de porcelaine, pour évoquer cette construction un peu à la chinoise, telle qu'en tout cas on imaginait la Chine sous le règne de Louis XIV, mais ce sont des carreaux de faïence bleue et blanche que l'on a installés sur les murs et même jusque sur les toits de ces pavillons extraordinaires. La mode a été inspirée par les récits que les missionnaires de Chine et d'Inde faisaient, notamment de la fameuse tour de Nankin, qui passait pour la 8e merveille du monde à cette époque. Et comme on n'avait pas de porcelaine en France, eh bien on a fait produire des carreaux de faïence dans les manufactures de Hollande, de Rouen, de Nevers, de Lisieux, de Saint-Clément. On a inventé tous ces décors, on a fait quelque chose d'inouï. Vous avez partout des scènes agrestes, des épis dorés, jaune pâle ou vert clair. Vous avez des amours qui chassent des oiseaux qui viennent se poser sur le faîtage du bâtiment. Bref, un véritable décor de théâtre ou d'opéra avant la lettre dans ce domaine extraordinaire qui avait au début comme vocation d'accueillir des collations, des concerts et qui très vite va abriter les amours du roi avec sa nouvelle favorite, Madame de Montespan. Quand je parle de divertissement et de fête, il faut savoir que le roi a quand même donné au Trianon de porcelaine un grand souper en l'honneur des fiançailles du duc de Bourbon et de mademoiselle de Nantes, le 27 juillet 1685 encore. Et puis, avant ça, en 1674, il avait fait jouer l'Églogue de Versailles à l'occasion de la conquête de la Franche-Comté. Bon, ce Trianon de porcelaine ne va pas vivre bien longtemps. En 1687, Louis XIV ordonne sa destruction. C'est vrai que le décor de faïence avait mal résisté au temps, il y avait partout des fissures, il y avait des carreaux qui s'étaient cassés. Bref, on détruit cette petite chose construite pour Madame de Montespan qui, vous l'avez compris, depuis l'affaire des poisons et tout ce qui avait suivi, n'était plus la favorite du roi, en tout cas n'était plus aussi bien en cours. La nouvelle favorite, qui en vérité d'ailleurs est l'épouse secrète, l'épouse morganatique du roi, c'est Madame de Maintenon. Et pour Madame de Maintenon, on va confier à Jules Hardouin-Mansart le soin de bâtir un Trianon de marbre. Et c'est pendant la construction de ce Trianon qu'a lieu l'anecdote suivante. Et cette anecdote, c'est le duc de Saint-Simon qui nous la raconte. Le roi, dit-il, qui aimait à bâtir et qui n'avait plus de maîtresse, avait abattu le petit Trianon de porcelaine qu'il avait fait pour Madame de Montespan et le rebâtissait pour le mettre en l'état où on le voit encore. Louvois était surintendant des bâtiments. Le roi, qui avait le coup d'œil de la plus fine justesse, s'aperçut d'une fenêtre quelque peu étroite que les autres, plus étroite que les autres. Les trumeaux ne faisaient encore que s'élever et n'étaient pas joints par le haut. Il la montra à Louvois pour la réformer, ce qui était fort aisé. Louvois soutint que la fenêtre était bien. Le roi insista, et le lendemain encore, sans que Louvois, qui était entier, brutal, enflé de son autorité, voulut rien céder. Le roi se dit, tant pis, puisque le ministre ne veut rien entendre, je vais m'adresser à un homme de l'art. Et c'est comme ça que, au cours d'une promenade suivante, il demande à Lenôtre d'aller vérifier, carrément d'aller faire les mesures et d'aller vérifier si cette fenêtre ne serait pas un peu différente des autres. Et André Lenôtre est bien obligé de s'incliner. Eh oui,
Oui, sire, votre majesté avait parfaitement raison, cette fenêtre n'a pas les mêmes dimensions que les autres. Incroyable colère de Louis XIV qui toise Louvois, et Louvois là se dit que sa fin est peut-être proche. Ce qui outra le plus Louvois, nous dit Saint-Simon, c'est que la scène se passa non seulement devant les gens des bâtiments, mais en présence de tout ce qui suivait le roi en ses promenades, seigneurs, courtisans, officiers des gardes et autres, et même de tous les valets, parce qu'on ne faisait presque que sortir le bâtiment de terre, qu'on était de plein pied à la cour, à quelques marches près que tout était ouvert, que tout suivait partout. La véperie fut forte et dura assez longtemps, avec les réflexions des conséquences de la faute de cette fenêtre qui, remarqué plus tard, aurait gâté toute cette façade et aurait engagé à l'abattre. Oui, Louis XIV dit « Voyez, vous en venez avec vos opiniâtretés. Sans la mienne, il eût fallu tout reconstruire, dit-il. » Louvois se dit que sa fin est proche, et si l'on en croit Saint-Simon, pour essayer de distraire le roi, pour essayer de lui faire oublier ce fâcheux incident, il aurait carrément lancé la France dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg. J'ai sous les yeux un très joli tableau. Ce tableau a été peint en 1713 par Charles Chastelin. Il fait partie évidemment des collections du château de Versailles, et il nous représente le roi Louis XIV avec une partie de la cour en train de se promener dans les somptueux jardins de ce qu'on appellera bientôt le Grand Trianon. Je dis bientôt parce que quand on construit un petit Trianon, pour faire la différence, on parlera de Grand Trianon. À l'époque, on est encore dans les jardins du Trianon de marbre, c'est son nom, devant un somptueux édifice qui s'appelle le Buffet d'eau. On a beaucoup parlé du buffet d'eau là, ces derniers temps à Trianon. Le roi est sur ce qu'on appelle sa roulette, c'est-à-dire une espèce de chaise roulante, car on est en 1713, il est extrêmement fatigué, âgé, et on le promène ainsi dans ses jardins. Et il y a dans ce grand tableau de Chastelin quelque chose de particulièrement apaisé, de bucolique, de champêtre quasiment. Il y a quelque chose d'élégiaque pour tout dire, et c'était bien la vocation de ce Trianon de marbre que Louis XIV avait fait d'abord pour les parterres de fleurs. Et il faut vous dire que la nuit, on changeait entièrement les fleurs des parterres. Les fleurs étaient dans des petits pots, on mettait des centaines de jardiniers pour procéder à l'opération, on retirait les petits pots, ce qui fait que le roi se couchait avec un jardin tout jaune et bleu, et il se relevait le lendemain avec un jardin violet et rouge. Incroyable raffinement de Versailles, oui, et surtout de Trianon, qui néanmoins a subi la concurrence du domaine de Marly, car à la même époque, Louis XIV avait pris l'habitude d'aller passer des parties entières de la semaine à Marly, et donc Trianon a été un petit peu délaissé. Ça n'enlevait rien à sa splendeur voulue par le grand architecte Hardouin-Mansart. Il y avait là l'espace, le rythme, la pureté, l'ouverture, la clarté, la perspective avec cette extraordinaire colonnade ouverte sur deux côtés, la symétrie, la rectitude, la sérénité, et puis bien sûr cette grandeur qui caractérise Trianon plus que tout, cette grandeur qui est à la base de la grammaire versaillaise, telle que l'a quintessencié Hardouin-Mansart, telle que l'a orné le nôtre, pour ne pas oublier celui qui en a été l'artisan principal et qu'on a parfois tendance à négliger, c'est-à-dire Louis XIV lui-même. Son successeur, qui n'est autre que son arrière-petit-fils, le roi Louis XV, continuera de venir un peu à Trianon. Oh, on ne fréquente pas tellement le grand Trianon sous le règne de Louis XV. D'ailleurs, Louis XV va donner le domaine à son épouse, Marie Legzinska, et il va, lui, s'intéresser plutôt au jardin, pour l'agriculture, pour la botanique. On raconte qu'il aimait aller lui-même dans le poulailler chercher les œufs de ses poules. Ça, c'est tout à fait le côté un peu bourgeois de la vie de Louis XV, n'est-ce pas ? Louis XV qui, entre 1749 et 1753, fait bâtir sur les instances de Madame de Pompadour ce qu'on appelle le jardin français, avec toutes ces jolies fabriques, la ménagerie, le pavillon français, la volière, le salon frais, dont il ne reste pas grand-chose aujourd'hui. Le pavillon français est intact, il est magnifique, allez le voir, cette espèce de pavillon de glace extraordinaire, avec ses frontons magnifiques. Parallèlement à toutes ces constructions, le roi va développer un jardin fruitier avec des serres chaudes. On y fait pousser des ananas quand même, vous imaginez. Un jardin fleuriste avec son orangerie, bien entendu. Bref,
Pour Madame de Pompadour, Louis XV a envie d'aller plus loin. Il va confier à son premier architecte, Ange-Jacques Gabriel, la construction d'un véritable édifice qui va sans doute être l'un des bâtiments les plus purs jamais édifiés par la grande architecture française. Je pense bien sûr au Petit Trianon, construit pour Madame de Pompadour et dont Madame du Barry sera en vérité la première grande occupante, avant que, sous le règne suivant, le roi Louis XVI décide d'en faire don à son épouse Marie-Antoinette. Et vous savez à quel point Marie-Antoinette va faire de Trianon un véritable refuge. Un refuge où elle se retire avec un certain nombre de familiers, derrière les hauts murs duquel personne ne sait ce qui se passe. D'où toutes les grivoiseries imaginaires, d'où toutes ces calomnies qui peu à peu et à mesure qu'avance l'ère de la Révolution, il pleut bergère, n'est-ce pas, vont tourner à l'aigre. Trianon, lieu de bonheur devenu circonstance de malheur. Le début du deuxième acte d'Alceste, avec son chœur, l'Alceste de Gluck, bien sûr, le chœur Monteverdi et l'English Baroque Soloist sous la direction de Sir John Eliot Gardiner nous envoyait tout ça avec beaucoup de gaieté. Franck Ferrand sur Radio Classique. On pourrait faire une émission entière, je l'ai fait d'ailleurs déjà, sur les douceurs de vivre à Trianon sous la protection du concierge Bonnefoy Duplan à l'époque de Marie-Antoinette, avec ce petit théâtre invraisemblable de Trianon. Vous savez qu'au moment de la réunion des États généraux, quand les députés viennent à Versailles, l'une de leurs premières demandes, c'est d'avoir l'autorisation d'entrer dans le domaine de la reine et d'aller voir ce fameux petit théâtre dont tout le monde disait que le rideau de scène était orné de gros diamants. Quand ils ont vu que c'était en vérité de la verroterie, ils étaient tout déçus, les députés. C'est tout le paradoxe de ce Trianon et notamment de ce hameau qui avait coûté extrêmement cher, qui avait fait rêver la nation entière et toute l'Europe et dont on découvrait somme toute qu'ils avaient quelque chose d'assez modeste. Jamais Trianon ne sera totalement perdu ni délaissé, contrairement au château de Versailles lui-même, qui, vous savez, va connaître une lente déréliction avant sa grande restauration à l'issue de la Révolution française. Non, c'est pas le cas à Trianon, où l'on voit Napoléon venir chasser. Napoléon, d'ailleurs, fait réaménager le Grand Trianon pour sa mère. Laetitia n'en voudra pas, et c'est lui qui finira par s'y installer au moment de son divorce avec Joséphine. Quant au Petit Trianon, il a été le domaine de Pauline, jusqu'à ce que, finalement, Napoléon décide d'y installer sa nouvelle épouse, l'impératrice Marie-Louise, à partir de 1811. Et ensuite, sous Louis XVIII, sous Charles X, mais surtout sous Louis-Philippe, on va continuer d'utiliser le Trianon, et notamment la famille de Louis-Philippe, à partir de 1835, s'y installe assez souvent pour surveiller d'assez près les grands travaux qui sont menés à l'intérieur du château de Versailles pour transformer ce qui était un palais royal en un grand musée de peinture et d'histoire. Napoléon III aussi viendra, l'impératrice Eugénie organisera ici au Petit Trianon, la toute première exposition rétrospective jamais faite en France. Cette exposition, elle avait lieu à l'occasion de la grande exposition universelle de 1867 et elle avait comme thème Marie-Antoinette, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faudrait parler de ce moment extraordinaire où, sous ce qui était devenu une verrière, parce qu'à l'époque on avait installé des grands châssis sous le péristyle du Grand Trianon, et dans cette verrière s'est tenu le procès du maréchal Bazaine, vous savez, en octobre 1873, sous la présidence d'un des fils de Louis-Philippe, justement, qui était par ailleurs le propriétaire du domaine de Chantilly, le duc d'Aumale. On s'est mis à restaurer le Grand Trianon à la Belle Époque, bien sûr, et Pierre de Nolhac voulait rendre sa splendeur native au lieu. L'obsession du grand conservateur, et qui sans doute avait justifié ses assauts administratifs, aura été le rétablissement dans sa pureté de l'aspect général du Grand Trianon, nous dit Béatrix Saul. Les habitants postérieurs l'avaient cruellement défiguré, racontera Pierre de Nolhac dans ses mémoires. Les grands volets, en s'ouvrant, couvrait les façades de la manière la plus disgracieuse, mais surtout, l'ancien péristyle avait disparu, ce n'était plus qu'une salle entièrement vitrée qui réunissait commodément les deux parties du bâtiment et qui ne se recommandait au souvenir historique que pour avoir servi de salle de tribunal au conseil de guerre qui condamna le maréchal Bazaine. On va décider beaucoup plus tard, sous le général de Gaulle, de remeubler tout ça. On va le remeubler sous la houlette de Gérald van der Kemp et de Denise Ledoux-Lebar en mobilier empire, et
André Malraux, pour le général de Gaulle, va faire réaménager toute la belle aile de Trianon-sous-Bois pour accueillir les chefs d'État. Il y a désormais à Versailles, dans le parc de Versailles, et donc spécifiquement au Grand Trianon, des appartements qui peuvent servir, même si ça n'est plus trop le cas en ce moment, aux hôtes de la France. Tout ça a été rétrocédé, pour tout vous dire, au domaine de Versailles. Versailles et Trianon ne sont pas de ces lieux dont la nature reprend triomphalement possession dès que les hommes les quittent et auxquels l'abandon vient apporter un charme de plus, nous disait pourtant Pierre de Noillac. Ce sont des œuvres modernes qui sont faites pour briller et pour éblouir. Leur vrai pittoresque, c'est leur éclat. Magnifiques dans leur fraîcheur, elles ont le don de renouveler sans cesse devant les yeux la merveilleuse évocation du passé, mais elles ne gardent ce prestige qu'à force de soin, de coquetterie, de parure. La moindre ruine y est vulgaire et laide. La ruine dernière serrera le cœur sans enchanter l'imagination.